Alors, bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes petites capsules. Aujourd'hui, on traite encore de JavaScript, capsule numéro 3. Je vous invite fortement à aller voir les capsules précédentes parce que cette capsule-ci sera un peu plus en détail. Aujourd'hui, on va faire une petite calculatrice. On s'énerve pas, c'est pas une grosse calculatrice, mais ça va être quelque chose qui va nous amener à comprendre tout ce qu'on appelle les concepts d'objets. On va voir aussi tout ce qui a trait aux événements et aussi beaucoup de CSS. Alors, on y va? Go! Alors, débutons. Nous allons voir beaucoup de choses aujourd'hui dans l'environnement JavaScript. On va revoir beaucoup de choses aussi qui ont été faites dans les capsules précédentes, spécifiquement la capsule numéro 2. Alors, je vous invite d'aller faire un tour dans la capsule 2, juste pour s'assurer que vous avez bien compris certains concepts qu'on va reprendre évidemment dans la capsule numéro 3. Maintenant, je vais utiliser PSPad à nouveau pour des raisons que j'ai déjà évoquées dans les capsules précédentes. Vous pouvez utiliser évidemment l'éditeur de code qui vous convient. Je vais simplement faire la chose suivante ici, fichier, nouveau, HTML multi-highlighter, et je débute. Je vais me départir, si vous permettez, de ceci. Et voilà. OK, et je vais mettre title un peu en retrait, encore une fois, par convention. Bon, maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Aujourd'hui, je vais mettre la balise script, OK, pour pouvoir faire de la programmation JavaScript à l'intérieur de ma balise head. Oui, il est possible de mettre du script à l'intérieur de la balise head. Maintenant, vous rappelez-vous de quelque chose qu'on avait vu? Quelque chose qui s'appelait comme alerte, OK, pour faire apparaître un petit pop-up. OK, alors, je fais juste quelque chose comme ceci. Et effectivement, lorsque le navigateur va s'activer, j'aurai un pop dans lequel ça va être marqué Luc. Rien de très compliqué, on a fait ça tantôt. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire dans les capsules 2. Maintenant, regardez ce que je m'apprête à faire. Je vais faire ce qu'on appelle une déclaration de variable. Donc ici, je vais faire var. Ici, je vais mettre x, exemple, est égal à 5. Donc, je déclare et j'affecte x égale à 5. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Je pourrais mettre alerte 5. Mais je peux mettre aussi quelque chose comme ceci, var x. Et j'ai effectivement 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré ici une variable qui s'appelle x, je l'ai affectée à 5, et maintenant, parce que c'est une valeur symbolique, je peux maintenant la mettre à l'intérieur de la fonction qui s'appelle alerte, de telle façon à ce qu'elle puisse être évidemment visible par un pop. D'accord? Ça va pour ça? On va rendre ça un petit peu plus compliqué. Je peux effectivement faire ce qu'on appelle une déclaration et une affectation de variable. Je peux aussi faire la chose suivante, var x. Et après ça, je peux mettre ici x est égal à 5. Je peux faire ça. Okay? Je déclare en premier et j'affecte en deuxième. Je peux faire ça. Je peux aussi faire ceci. X est égal à 5. Ça va marcher. Cependant, vous remarquerez que je n'ai pas déclaré ici. Je n'ai pas mon petit mot, le var. Il est fortement suggéré de travailler avec le mot var, le mot réservé var, pour déclarer les variables. Sinon, vous risquez d'avoir ce que l'on appelle des problèmes de portée de variables. On aura l'occasion d'expliquer ça ultérieurement, mais là, pour le moment, restez là-dessus. D'autre part, il est préférable par convention, de déterminer quel type de variable que vous allez utiliser. Ce n'est pas obligatoire, la preuve, ça fonctionne, on vient de le faire. J'explique. À l'intérieur de JavaScript, JavaScript, premièrement, est ce que l'on appelle un langage de programmation pauvrement typé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de types qui s'est associé, puis le transtypage est relativement facile. Donc, c'est pas un langage de programmation aussi robuste qu'on va retrouver, par exemple, avec C# ou indépendamment des autres langages, Java et XYZ. D'accord? Mais il est intéressant de déterminer quel type de variable, tout simplement par convention, pour que ce soit plus facile pour les programmeurs de comprendre dans quel environnement de variables vous travaillez. Et on utilise ce qu'on appelle souvent la méthode hongroise, c'est-à-dire vous utilisez un préfixe qui détermine quel est le type de variable.
Alors, voyez, vous pouvez faire la chose suivante ici. Je pourrais par exemple faire la chose comme ceci. Int, par exemple, un nombre 1. Alors, évidemment, pour que ça fonctionne ici, il faut que ça soit correct ici. Donc, int, nombre 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, mon nom de variable en tant que tel, c'est nombre 1. OK? Et int signifie comme quoi que c'est un entier, integer. OK? Si c'était, par exemple, un réel, ben, ce serait, par exemple, quelque chose comme FLT. OK? Alors, donc, c'est tout simplement pour déterminer dans quel type d'environnement votre variable a été créée. Vous avez en fait 6 grands types à l'intérieur de JavaScript, types de variables. Vous avez ce qu'on appelle les nombres, que ce soit des entiers ou des réels, des nombres. Vous avez aussi ce que l'on appelle du texte, et donc des strings ou des chaînes de caractères du texte, ou de l'alphanumérique en fait, un mélange de nombres et de lettres. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle un boolean, c'est-à-dire dans lequel une variable dans laquelle il y a deux états possibles, soit true or false. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle un objet. Donc, une déclaration d'une variable de type objet. On aura l'occasion de voir ça beaucoup plus loin à l'intérieur d'une formation future. Et vous avez aussi ce qu'on appelle nul et aussi undefined, quelque chose auquel on aura probablement accès un petit peu plus tard dans les capsules qui s'en viennent. Maintenant, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est tout simplement de faire la chose suivante. Moi, je vous encourage d'utiliser des préfixes. OK? Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser int quand c'est un integer? Quand c'est un entier? Peut-être pas, mais c'est pas une méchante idée de mettre num. Num, donc NB1. Donc, moi, quand je vais relire, je vais savoir que c'est un nombre. Num NB1. OK? Maintenant, pour la même occasion aussi, je pourrais faire la chose suivante. Regardez bien. Var, OK? String. Alors, pour dire que c'est une chaîne de caractères, donc par convention, on utilise souvent ce préfixe-là. Et je vais mettre, par exemple, nom client. Avez-vous remarqué ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, j'ai chacun de mes mots à l'intérieur de mon nom de variable est avec une majuscule. Alors, c'est simplement pour une question de lecture, que ce soit plus facile. Cependant, il faut que vous ayez toujours la même convention parce que malheureusement, JavaScript, ou on peut peut-être dire heureusement, est sensible à la casse, à la majuscule. Donc, si vous utilisez nom client ici, et après ça, vous faites nom client ici, en mettant simplement ici nom client, vous allez avoir une erreur. Vous allez avoir simplement une variable qui n'existe, qui n'a pas été préalablement affectée, donc qui est vide. Alors, dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas. Alors, donc, assurez-vous que d'avoir toujours la même façon de faire les choses. Et si vous utilisez une méthode, bien, utilisez toujours la même. Certains vont faire la chose suivante. OK, c'est moins commun. Non client, comme ceci. Oups. Client, mais c'est un peu moins commun. OK? Donc, je vous encourage à utiliser ceci comme ceci. Donc, vous utilisez le préfixe string pour dire que c'est du texte, non client avec majuscule sur chacun des mots. Et regardez ici, quand c'est du texte, je dois mettre des guillemets. Donc, exemple ici, Luc Boyer. Donc, si je fais ici var, je déclare la variable est égale à Luc Boyer, je l'affecte, et je demande une alerte, ben, vous allez avoir évidemment ici, si j'ai fait ça comme il faut, OK, Luc Boyer qui va apparaître dans un pop. Bon, maintenant, si vous permettez, je vais mettre ça ici en remarque, et je vais peut-être même mettre ça un petit peu plus bas ici pour pas que ce soit dans mes jambes. Regardez bien ce que je m'apprête à faire maintenant. Et donc, quelque part ici, juste pour préciser, donc quand c'est du texte, c'est toujours entre guillemets, et quand c'est un nombre, ben, c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est-à-dire on ne mettra pas de guillemets. Voyons voir qu'est-ce que ça signifie ça. Imaginons la situation suivante maintenant. Var, ici, num, nb2 est égal, exemple, à 10. OK? Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Var, num, total, est égal à num nb1 plus num
NB2. Donc, si var num total est égal à num NB1, num NB2. Et faites attention encore une fois de bien écrire ça, de respecter les majuscules, parce qu'essentiellement, souvent, on se retrouve avec des problèmes, puis on se demande d'où est-ce qu'ils viennent. Et je vais ici avoir comme résultat, dans un pop, le total. Bon, est-ce que j'ai fait des erreurs? Je ne vois pas pour le moment. Voyons voir ce que ça donne ici. Donc, techniquement, 5 plus 10, c'est égal à 15. Et voilà, je l'ai. Donc, ça fonctionne du premier coup. Si vous avez fait une erreur, je vous invite à juste vérifier que c'est bien écrit, que vous avez bien fait ça de ce côté-là. Maintenant, regardez bien ici. Si je mettais des guillemets, qu'est-ce que ça donnerait, à votre avis? Voyons voir. Je m'en vais ici. On sait qu'effectivement, 5 plus 10 est égal à 510. Vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. J'ai décidé que c'était du texte. Alors donc, vu que j'ai demandé, ok, dans mon affectation, j'ai affecté ces deux variables-là comme étant du contenu de texte, le plus ici devient un concaténateur, c'est-à-dire que j'ai pris deux variables de type texte et j'en fais un plus grand texte. Un peu comme si j'avais fait ici Luc, puis ici Boyer, et je mets Luc plus Boyer. Même chose. Donc, dans ce cas-ci, le plus, on appelle ça une surcharge d'un opérateur, sert aussi non seulement à additionner, mais aussi à concaténer, c'est-à-dire de faire en sorte d'ajouter plusieurs chaînes de caractères ensemble. Et c'est tellement, faut tellement faire attention à ça que si je fais quelque chose comme ceci, 5 plus 10, vous allez vous rendre compte que malheureusement, le caractère de style texte a priorité et dans ce cas-ci, le 5 devient par défaut automatiquement du texte. Alors, c'est pas nécessairement l'idée du siècle si vous avez l'intention de faire des calculs. OK? Alors, c'est important de comprendre ça. OK? Maintenant, regardez bien ici ce que je m'apprête à faire. Une autre dernière petite chose. Je m'en vais ici, puis je vais mettre ici 5.2. Donc, j'ai enlevé ici mes guillemets. OK? Et donc, ça devient du nombre. Et effectivement, OK, 5.2 plus 10 donne 15.2. On est correct. L'erreur qui est souvent commise, c'est de faire ceci. 5,2. OK? Et là, on a un petit problème. OK? Pourquoi? Parce que le système n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Alors, dans ce cas-ci, vous allez avoir une erreur ou simplement, dans ce cas-ci, le navigateur affiche rien. OK? Dans le cas d'un navigateur plus robuste, vous auriez probablement quelque chose d'autre. Mais ça serait définitivement pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faut surtout comprendre là-dedans? C'est que, malheureusement, OK, dans les langages de programmation, c'est le point qui est utilisé comme séparateur de décimales. Alors ça, il faut se rappeler de ça. D'accord? Alors, si vous permettez, je vais mettre simplement ici 5. Alors, 5 plus 10. Alors, ça donne effectivement 15. Et on est correct pour cette étape-là. Comment ça va? Ça va bien? Passons maintenant à une prochaine étape. J'aimerais ça pouvoir faire apparaître ceci à l'intérieur d'une boîte de texte. Voici comment on pourrait faire ça. Alors, il y a une nouvelle balise qu'on va utiliser ici qui s'appelle input. Donc, ici, input. Comme ceci. Maintenant, un petit truc en passant, par défaut, c'est-à-dire qu'il y a certaines balises qui n'ont pas de anti-balise, c'est-à-dire input avec un slash input à la fin. Ceci est un exemple. OK? Il y en a d'autres, mais ça, c'en est un. Par défaut, PSPad l'utilise de cette façon-là. Moi, je vous encourage de toujours mettre pour ces balises uniques-là, OK, de mettre un slash à la fin. C'est une convention qu'on utilise beaucoup en HTML pour ce type de balise-là. OK? Donc, simplement, input, espace, slash input. OK? C'est une façon de dire je ferme la balise input. Maintenant, vous allez avoir différents types de balises de input. Donc, on va utiliser ici quelque chose qui s'appelle une propriété, dans lequel ici je vais mettre, ou un attribut, dans lequel ici je veux vraiment de type texte. Input de type texte. Alright? Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous remarquerez ici qu'il y a comme une espèce de petite boîte de texte qui est apparue. D'accord? Ça me convient. Pour le moment, ça fait la job. Maintenant, regardez bien ce que je pourrais mettre ici à l'intérieur. Je pourrais mettre ici star, qui est égal ici. À l'intérieur, je vais mettre ici font.
size, on se rappelle de ça. Font size est égal à 2 points, est égal à 3 EM. OK? Font size, 3 EM. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie? Si on se rappelle la capsule numéro 2, je veux que la taille de mon caractère soit de 300% la valeur par défaut du navigateur. Alors, ce qui fait en sorte que ça va être un petit peu plus gros. Donc, on voit effectivement que c'est un petit peu plus gros et ça me convient. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, puis c'est encore le même principe de base, ce que j'aimerais, c'est que on pourrait donc faire en sorte que ce que je vais mettre ici soit affiché à l'intérieur. Là, on va avoir un petit problème, mais c'est pas grave, on va y arriver progressivement. OK, regardez bien, parce qu'il y a des petites choses à apprendre là-dedans. Je vais mettre ici un identifiant. Rappelez-vous, on avait parlé ici du ID dans la capsule numéro 2, et je vais lui dire ici comme quoi ici, je veux avoir, moi l'appeler total. OK? Donc ici, j'ai mon input qui s'appelle total, un identifiant unique qui s'appelle total. Ça fait la job, pour le moment ça me convient, ça n'a rien changé comme résultat. Mais regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Je vais enlever l'alerte, en fait ici, je vais enlever ça et je vais utiliser quelque chose qu'on avait utilisé dans la capsule numéro 2. Donc j'utilise l'objet qui s'appelle document, point, je vais utiliser la méthode qui s'appelle getElementById, va chercher l'élément par son identifiant, OK? Et je vais utiliser donc l'attribut, la propriété qui s'appelle value. Va être égal à quelque chose. Va être égal à quoi? À num total. OK? J'aimerais ça que le résultat, OK, de l'opération que j'ai faite apparaisse à l'intérieur. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Je vais mettre ici mon identifiant qui est total. Donc, document getElementById de total, point value est égal à num total. À votre avis, est-ce que ça va marcher? Voyons voir. Je m'en vais ici. Et il n'y a rien qui marche. OK? Il n'y a rien qui est apparu. Pourquoi? Parce que je lui demande présentement d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas encore. OK? Dans ma balise script ici, elle est dans l'entête. L'entête lit quelque chose, mais séquentiellement, OK, mon script est fait de telle façon à ce que je lui demande ici de mettre dans un élément quelconque quelque chose qui n'a pas été lu encore. Maintenant, regardez bien si je m'apprête à faire la chose comme ceci. Je vais me rendre ici. Je vais enlever ceci pour le moment. On va tout remettre ça tantôt, mais je vais le mettre ici. Donc, après le input. Voyons voir si là, ça va fonctionner. Je m'en vais ici. Et là, cette fois-ci, comme par magie, ça apparaît. Il y a quelque chose qui est terriblement important qu'il faut apprendre ici. Oui, malheureusement, la façon dont vous allez déposer des scripts peut avoir une incidence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-ci, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui demandais, dans mon en-tête, de lire un élément qui s'appelait num total, alors que je n'avais pas encore lu, OK, le contenu de mon body. OK? Alors, donc, il ne savait pas ce que c'était. Alors, effectivement, dans ce cas-ci, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que dans la lecture du code, c'est-à-dire des balises, il a commencé par lire ici total, OK? Donc, il y a la petite boîte de texte, et après ça, bien entendu, il a administré le script. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une bonne pratique. Ce que je veux simplement dire, c'était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je vais revenir avec ça ici et je vais plutôt faire quelque chose qui va être plus amusant. Donc, je m'en vais remettre ici mon script à la bonne place. OK? Et évidemment, je n'ai pas réglé mon problème. Si je fais la même chose, ça va encore arriver. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Ça va être encore plus amusant. Je vais m'en aller ici, comme ceci. Et là, cette fois-ci, je vais faire la chose suivante. Je vais me créer... Ouais, je vais faire un copier-coller ici de tout mon input. D'accord? Donc, techniquement, bon, j'ai 2 inputs. OK? Et je vais faire la chose suivante. Je vais ici l'appeler autrement. Je vais l'appeler ici addition. OK? Et ici, j'ai mon style. Je le garde comme ça. Mon type ici, je ne l'appellerai pas texte. Je vais l'appeler button. Je veux créer un bouton. Et je vais créer une nouvelle attribut, donc à l'intérieur de cette balise-là, qui s'appelle value. OK? Et cette fois-ci, je vais mettre simplement bouton value est égal à 1+.
Alors, comme ceci, est-ce que j'ai correct? Donc, ici, j'ai un identifiant, addition, donc un identifiant unique, style font size, type button, value est égal à plus. Rien fait à date qui va faire comme changement. Si vous faites la chose suivante, il va simplement mettre un petit bouton, mais il n'y a rien qui s'est calculé, il n'y a rien qui s'est affiché. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais ici encapsuler tout ce que j'ai fait dans une fonction. Quelque chose qu'on n'a pas vu à date. D'accord? Donc ici, je vais taper function, OK, que je vais appeler ici additionner, comme ceci et comme ceci. Donc, j'ai une fonction qui va s'appeler additionner. Et je vais prendre tout ceci pour le mettre à l'intérieur de ma fonction. Comme ceci. OK, je vais mettre ça un petit peu à retrait. Comme ceci. Alors, portez attention à ce que je viens de faire là. Function, additionner. Les parenthèses sont hyper importantes, même si on met rien dedans pour le moment. J'ouvre ici mon accolade et je la ferme ici. Et tout mon programme se retrouve à l'intérieur ici. Document, get element by ID, point value est égal à num total. Encore une fois, si vous faites ceci, il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui s'affiche quoi que ce soit. Mais je viens de faire quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que j'ai maintenant une fonction que j'ai créée, que je peux maintenant administrer à l'intérieur de mon code HTML. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'environnement HTML, OK, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des événements. Bon, vous en connaissez déjà un peu par défaut quand vous cliquez sur quelque chose ou double-cliquez ou le clic droit ou si vous amenez votre souris à un certain endroit, bien, il y a quelque chose qui apparaît sans que vous ayez cliqué. Tout ça, ce sont des événements et il y en a beaucoup à l'intérieur de l'environnement JavaScript. Évidemment, le plus populaire, c'est celui qu'on clique quelque chose et l'événement s'appelle justement onClick. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais m'en aller quelque part ici. Donc, ID, bon, peut-être ici, je vais le mettre là. onClick. Ah, je pense pas que je l'ai dit, ça. OK? Sachez que vous pouvez mettre les trucs dans un autre, il n'y a pas d'ordre spécifique. Vous pouvez très bien, par exemple, mettre comme ceci, et puis bon, ça va fonctionner pareil. Il n'y a pas un ordre au niveau des attributs à l'intérieur d'une balise. Cependant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir une certaine uniformité. Donc, si je commence avec mes identifiants ou mes styles, je vais garder la même chose et même je peux mettre quelque chose comme ceci avec des espaces, ce qui rend la chose plus facile à lire. Maintenant, à l'intérieur de onClick ici, je vais faire tout simplement la chose suivante. Additionner. Je reprends essentiellement ici ce que j'ai mis ici. Function, additionner, OK? Donc ici, function, additionner, et je termine avec un point virgule. Pourquoi? Parce que, à l'instar de d'autres choses qu'on a vues, OK, il est possible aussi à l'intérieur d'une fonction de mettre plusieurs donc d'un événement, je m'excuse, d'un événement comme onClick, plusieurs fonctions. Donc, il va commencer par additionner, peut afficher après, etc. Beaucoup de différentes procédures qui peuvent se faire à l'intérieur. Bon, écoutez, moi, je pense que ça va fonctionner. Donc, voyons voir ici. Si je fais la chose suivante, F10, je pèse ici sur le bouton donc d'addition et je devrais avoir quelque chose qui va apparaître ici. Yes, ça fonctionne. OK? Alors, donc, encore une fois, je reprends. OK, juste pour être sûr. J'ai ici un événement qui s'appelle click, onClick, qui va faire fonctionner, donc il va opérer une fonction qui s'appelle additionner. Je l'ai mis dans mon bouton de telle façon à ce que, évidemment, 5 plus 10, il ajoute ça et il l'affiche dans une balise qui s'appelle total. C'est cool, on reprend ça juste pour être sûr que vous avez bien compris. Je clique là-dessus et automatiquement 5 plus 10, 15, affiche-le dans la balise qui s'appelle input, qu'on a préalablement nommé comme étant total. D'accord? Rendons ça un petit peu plus fun, si vous permettez. Ici, on faisait la chose suivante. Je vais reprendre ici, si vous permettez, input, qui s'appelle total, et je vais maintenant ici mettre input comme ceci. Dans lequel ici, je vais mettre ici nombre 1, ici nombre 2. Vous voyez venir, hein?
Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de faire en sorte qu'automatiquement, je vais avoir un nombre 1 qui va être rentré, nombre 2, OK? Et après ça, je vais faire une addition. Regardez bien. Ici, il n'y a rien qui m'empêche de faire la chose suivante. Ici, par défaut, je vais mettre quelque chose. Donc, value, ici, je vais mettre, exemple, 10. OK, et ici, value est égal à, mettons, 40. OK? Donc, moi, ce que je voudrais, c'est la chose suivante. Regardez bien. Si vous avez bien vu ce qui se passe ici, j'ai 10, 40. Moi, j'aimerais que 10 plus 40, quand je vais peser ici, ça me donne 50 et non pas 15. D'accord? Alors, voyons voir ici. Un petit truc que j'aimerais vous montrer rapidement, OK, c'est la chose suivante. Il y a une balise qui existe, qui est encore un peu sur le même principe que input. Donc, une balise qui s'appelle BR. Encore une fois, je recommande de faire l'espace avec la barre oblique parce que c'est encore une fois une balise unique. OK, PSPad ne crée pas cette barre oblique-là, mais c'est dans une bonne syntaxe d'utilisation de le faire avec HTML4. OK, alors donc, vous le faites comme ça ici. Et BR, ce que ça va faire tout simplement, ça va tout simplement faire un saut de ligne. Oups. On va l'enlever ici. Je fais un saut de ligne, comme ceci, et comme ceci. Alright. Alors donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose comme ceci. Alors, 10 plus 40 est égal à 50 avec le bouton. Alright? Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Présentement, OK, vous avez ces deux boîtes de texte-là, mais j'aimerais évidemment que JavaScript aille chercher ça. Regardez bien ici. Voyez-vous le document getElementById.value? Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais m'en aller comme ceci. Et je vais mettre ceci. Donc, var, nombre 2, est égal à, nombre 1 est égal à document getElementById de nombre 1. OK? Il faut que ça soit écrit pareil, comme ici, là, hein, d'accord? On va mettre ça ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc, évidemment, je vais faire la même chose ici. Document getElementById.value de nombre 2. OK? Donc, j'ai rien changé, j'ai rien fait de nouveau. C'est simplement que je réutilise encore une fois la déclaration, non pas la déclaration, mais la méthode qui s'appelle getElementById, comme on l'avait fait dans la capsule 2. OK? Mais cette fois-ci, je vais aller chercher le contenu de nombre 1 et de nombre 2. Donc, une fois que j'ai déclaré et affecté ces deux variables-là, techniquement, ça devrait fonctionner. Voyons voir si 10 plus 40 donne vraiment 50. Je m'en vais ici, 10 plus 40 donne 50. Malheureusement pas. Pourquoi? Parce que par défaut, OK, vous êtes dans un environnement de texte. Tantôt, quand on a dit égal à 10 et égal à 5, vous étiez dans un environnement numérique. Mais le texte, la boîte de texte, c'est un environnement qui est de chaîne de caractères, c'est un string. Il faut convertir d'une certaine façon, transtyper, donc changer de type de variable pour que ça puisse fonctionner. Une chance, et c'est peut-être le danger aussi, c'est relativement facile en JavaScript de faire ça. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais tout simplement faire la chose suivante ici. Donc ça ici, là, c'est du texte. Et j'aimerais convertir le contenu en du numérique. Comment je fais ça? Moins 0. Aussi simple que ça. Moins 0. En faisant ça, je me trouve à convertir mon string, donc mon texte, en une valeur qui sera numérique. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, je m'en vais ici. 10 plus 40 est égal à 50. Là, ça fonctionne. Maintenant, si je mets 100, ça fonctionne. Ici, je mets ici 40.5. Ben, j'ai 140.5. OK? Maintenant, si je mets ici, virgule 5, none, not a number. Maintenant, pourquoi que ça fait ça? C'est parce que 40, le séparateur décimal dans un langage de programmation, OK, par défaut, c'est le point et non pas la virgule.
Alright? Et oui, il est possible de faire des ajustements de telle façon à ce que quand je vais rentrer ici dans une boîte de texte une virgule, qu'il puisse être converti de telle façon à ce que ça soit un contenu numérique. Ça, il n'y a pas de problème. OK? Et ça fait effectivement partie des choses qu'on va voir un petit peu pas mal plus tard. OK? Mais sachez que par défaut, il faut faire attention à ça parce que c'est lors de transtypage ici, OK, que le système a tenté d'en faire un nombre, puis n'a pas réussi. Et pour la même raison ici, si je fais la chose suivante, ici je remplace par allô, OK, et je fais ceci, ça va encore me dire la même chose, NaN. Et vous avez probablement déjà vu ça même lorsque vous faisiez, par exemple, de la navigation sur Internet, lorsque vous aviez à rentrer des boîtes. NaN, not a number. Ben, quelque part, c'est une erreur du programmeur qui n'a pas donc vu la probabilité de faire une entrée de données de type X qui malheureusement a été mal interprétée après ça par le programme, par le code lui-même. OK? Alors, donc, parce que les programmeurs, ben, ça en fait des erreurs. Alors, donc, ici, c'est plus ou moins un problème pour le moment, tout simplement parce qu'on n'est pas rendu là. Mais sachez qu'effectivement, ici, si je fais quelque chose qui est relativement simple, j'ai aucun problème, ça va fonctionner très bien. Et je peux même rentrer des nombres relativement grands, OK? Et ça va fonctionner quand même relativement bien. Maintenant, si vous permettez, je vais faire quelque chose qui est un peu plus élégant. Vous avez remarqué ici quelque chose qui s'appelle Style Font Size. Je l'ai refait 3 fois, 4 fois. Ce serait le fun de ne pas avoir à répéter ça plusieurs fois comme ça. Hein? Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je retourne ici à l'intérieur de titre et je vais créer une nouvelle balise qui s'appelle style. OK? Bon, là, par défaut, le système met quelque chose comme ça dans PSPad. C'était qu'à l'époque, pour éviter les erreurs qui étaient relatives à certains navigateurs, il fallait mettre tout ce qui était style à l'intérieur d'une balise qui servait à faire des commentaires. OK? Vous n'avez plus besoin de ça en 2021. Alors maintenant, nous allons faire la chose suivante. Je m'en vais ici sur style et je vais créer quelque chose qui va être assimilable pour l'ensemble de tout ce qui est à l'intérieur ici. Maintenant, comment je vais faire ça? Je vais faire la chose suivante. Je vais inventer ce qu'on appelle une classe. Donc, classe, OK, que je vais appeler simplement ici classe est égal à nombre. OK? Classe est égal à nombre. Maintenant, ça va être parfait. Maintenant, comment je vais faire ça? Je vais arriver après ça ici. Je vais enlever tout ça ici. J'en ai plus besoin. Comme ceci. Comme ceci. J'enlève le style. Classe égale nombre. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais créer ce que l'on appelle une classe en CSS. Les classes fonctionnent toujours avec un point. OK? Donc, on commence une classe en faisant nombre. Donc, avec le nom de la classe en question. OK? Et encore une fois, les mêmes accolades qu'on utilise dans JavaScript. OK? Et je vais tout simplement mettre la chose suivante. Font size est égal à 3EM. OK. À date, on voit peut-être pas ce que ça va donner comme résultat, là, d'accord? Parce que ça semble être bonnet blanc, blanc, bonnet. Vous allez voir que ça va être intéressant à un moment donné. Encore une fois, classe est égal à nombre. OK? Et à l'intérieur de cette classe-là, j'ai donc créé ici dans ma balise style, OK? J'ai créé ici avec un point, une classe qui s'appelle nombre. Nombre est égal au nombre qui est en bas. Maintenant, regardez bien ce que ça donne. Je m'en vais ici et ça fonctionne. Maintenant, pour montrer que ça fonctionne bien, regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Color, 2 points. Imaginons ici, je vais mettre red. OK? Et ça fonctionne. Attendez une seconde. Je vais faire la chose suivante ici. Text, align, 2 points, center. Et je m'en vais ici. Et ça fonctionne encore. OK? Maintenant, si je faisais la chose suivante, OK, pour le plaisir de la chose, je vais faire la chose comme ceci. Width, 2 points, 150 pixels. Width est égal à 150 pixels. Voyons voir, ça fonctionne. Et vous, je l'ai fait plus petit. OK? 150, c'est peut-être pas assez. Mettons, on va mettre 300. 300 pixels. Et voilà.
Maintenant, si vous avez bien compris ce qui vient de se passer ici, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je prends ça ici et j'enlève tout ça ici, comme ceci et comme ceci. Je me garde le dernier ici pour le moment. D'accord? Donc, dans les cas ici, ce sont des nombres. Et donc ici, si je fais la chose suivante, les trois maintenant sont comme ça. Génial, non? OK? Alors donc, au lieu d'avoir style est égal à ça, style est égal à ça, ben maintenant, j'ai une seule classe dans laquelle maintenant je peux faire quelque chose comme ceci. Je peux même faire la chose suivante. Regardez bien. Je m'en vais ici, je descends et je vais créer une nouvelle classe. Donc ici, point. Puis là, je vais l'appeler ici fond vert. OK, je vous dis pas que c'est beau, d'accord? Encore une fois, je vais tenter de faire la même chose que j'ai dit. Donc, minuscule et majuscule, OK? Fond vert. Et ici, ce que je vais mettre ici, je vais mettre background. Désolé, background color, 2 points. Et je vais mettre, par exemple, ici, green. D'accord? Donc, fond vert, background color est égal à green. Regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Nombre, puis ici, je vais mettre fond vert. OK? Donc, j'ai plusieurs classes que je peux mettre, quand je le désire, à l'intérieur de l'attribut qui s'appelle classe. Regardez bien qu'est-ce que ça donne comme résultat. C'est cool, hein? OK? Je ne dis pas que c'est beau. Je dis que c'est cool. Alright? Alors, donc, c'est possible de faire ce genre de truc-là. Bon, évidemment, c'est moi qui détermine les classes que je vais mettre, puis comment je vais les faire, etc. Et tant qu'à y être, je pourrais donc faire la chose suivante. Regardez bien ici. Ici, je vais créer ici une classe spécifique que je vais appeler ici bouton. Vous voyez venir, hein? Donc, j'ai un petit bouton. Alors, ce petit bouton-là, j'aimerais ça ici que color soit, exemple ici, white. OK? Et je vais utiliser ici mon background color. OK? Mais je vais le mettre à l'intérieur spécifiquement du bouton dans lequel je veux ici black. OK? On verra ultérieurement qu'on peut utiliser autre chose comme technique pour pouvoir afficher des couleurs autres que des mots. OK? Des mots réservés qu'on retrouve, comme on disait dans la capsule numéro 2. Maintenant, background, ici, le width, je vais le mettre un peu plus petit, à 200 pixels. Text align est égal center. Ça convient. Et la seule chose qui me reste à faire ici, c'est évidemment d'enlever ceci et de remplacer ça par class est égal à bouton. Faites attention, il faut que ce soit la même orthographe, évidemment, que j'ai faite auparavant. Ouais, on va voir si ça fonctionne. Je m'en vais ici. Eh ben oui, ça fonctionne. Donc, si je fais ici, tac, ça marche. Maintenant, on pourrait faire la chose suivante. Regardez bien. J'aimerais faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'ici, je vais mettre color, 2 points, white. OK? Suivez-moi bien. Ça me convient, c'est ce que je veux. Maintenant, le problème, c'est que j'ai color red ici. Alors là, ce ne sera pas une bonne méthode d'arriver puis de faire mon nombre dans lequel cette classe-là contient color est égal à red, puis dans ce cas-ci, color est égal à white. La preuve, c'est que là, effectivement, ça semble vouloir être fonctionnel, mais c'est pas une bonne pratique de programmation. Si jamais vous faites ce genre de truc-là, moi, je vous encourage plutôt de faire la chose suivante. Donc, ici, je vais copier comme ceci, puis je vais mettre ici fond comme ceci. Fond blanc. OK? Et ici, je vais mettre simplement la chose comme ceci. Background color est égal à white. OK? Color est égal à red. Je vais enlever mon color ici, comme ceci. Et je vais plutôt faire la chose suivante ici. Je vais mettre nombre ici. Je vais mettre fond blanc, comme ceci. C'est, à mon avis, une meilleure méthode de programmation. Donc, nombre, fond blanc, nombre, fond blanc, nombre, fond vert. Et si vous regardez comme il faut ici, nombre a ces caractéristiques-là, fond blanc a ces caractéristiques-là, et fond vert. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que ça va donner comme résultat si je m'en vais ici? Donc, vous allez avoir rouge, rouge. Évidemment, le résultat va être blanc.
Ça fonctionne super bien. Moi, je suis hyper content de ça. Maintenant, j'aimerais ça comme faire quelque chose qui soit un peu plus joli pour terminer. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Primo, ici, ce serait le fun d'avoir 4 types de fonctions. Donc, si vous permettez ici, je vais faire la chose suivante. J'ai une fonction qui s'appelle additionner. Je vais avoir ici une fonction qui s'appelle soustraire, dans laquelle ici, je vais mettre nombre 1 moins nombre 2. Si vous permettez, je vais éliminer ça ici. OK? Ça serait le fun d'avoir aussi une autre fonction qui va s'appeler multiplier. Et pour terminer, une fonction qui va s'appeler diviser. Donc, multiplier. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est une multiplication. J'utilise donc ici l'astérisque. L'astérisque est un opérateur qui sert généralement à multiplier dans des environnements de programmation. Et évidemment, ici, ça c'est correct, ça c'est correct. Et ici, évidemment, diviser, dans lequel ici, je voudrais que ce soit NB1 divisé par NB2. Ça me convient fortement. J'ai 4 belles fonctions. Ben, ça serait le fun maintenant de pouvoir les faire ici. Alors, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais mettre ça un petit peu en haut ici. Et je vais faire la chose suivante. Je vais ici, tout simplement, copier-coller 3 nouveaux inputs, dans lesquels ici, je vais appeler. Donc, je pourrais effectivement, en passant ici, j'utilise pas vraiment le ID, donc c'est pas nécessaire d'utiliser des ID si on n'en a pas. On peut prétendre mettre ça quand même de cette façon-ci, il n'y a pas de problème. OK, ça me convient. Mais quelque part, on n'a pas cette obligation-là de mettre un ID si on n'en a pas besoin. Donc, j'ai des boutons, ça c'est parfait. Ici, je veux avoir ici diviser. Ici, je veux multiplier. Et ici, je veux... Oh, j'oublie, c'est soustraire. Ça n'a pas véritablement d'incidence, mais on va juste le mettre dans le même ordre. Diviser. Et évidemment, ici, c'est un moins. C'est un multiplier. Donc, on peut faire un X pour multiplication, vu que c'est un texte qu'on veut rentrer là. Et évidemment, ici, diviser. Donc, on va mettre simplement division comme ça. D'accord? Bon, je vais m'en mettre un petit X, ça va être plus beau. OK? Regardez bien ce que ça va donner comme résultat. Donc, ici, 10, 40. J'ai mes 4 boutons. Maintenant, si vous remarquez ici, on a des on-clics différents, là, qui ont le même nom ici de fonction que ce que vous avez fait auparavant en haut. Alors, donc, si on s'en va ici maintenant, et je fais additionner, j'ai 50, soustraire, j'ai moins 30, multiplier, ça fonctionne, et diviser, ça fonctionne aussi. Alright? Alors donc, vous voyez qu'il est possible de pouvoir faire des choses vraiment hallucinantes avec ça, qui est quand même le fun. C'est pas une grosse calculatrice, mais ça peut devenir quelque chose qui est le fun. Si vous permettez, je vais juste terminer avec quelque chose qu'on va mettre, c'est-à-dire on va mettre ça dans une table très très rapidement, tant qu'à l'utiliser. Okay? Alors, ce que j'aimerais, moi, c'est simplement une table dans laquelle je vais avoir 2 colonnes, oui, c'est ça, par 4 lignes. Donc, dans lequel je vais avoir mes boutons qui seront bien disposés, et puis mes, mes inputs de texte. OK, alors regardez bien comment je vais faire ça. Primo, je vais simplement ici créer une table. Comme ceci. OK? Alors ici, puis ce sera peut-être le fun ici. C'est pas nécessaire, mais on va mettre ici border est égal à ton 1. C'est pas important. OK? Et ici, je vais avoir quelque chose qui s'appelle ici TD. Donc, c'était ce qu'on avait vu dans la capsule numéro 2. Alors, donc, je veux créer un TD ici. J'ai dit un TD? Non, c'est un TR que je veux, hein? Parce que je veux créer un row, donc une ligne, à l'intérieur duquel, ici, j'ai du data, donc TD. Alright, comme ceci. Et je vais avoir 2 TD, comme ceci. Donc, TR, TD, TD. OK? Faites-moi confiance, ici, je le fais 4 fois. Donc, une autre fois, une autre fois, et une autre fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ma première colonne ici,
Alright? Je veux aller chercher tout ça ici et j'ai plus besoin du BR. OK? J'ai pas besoin d'avoir une ligne qui va se faire automatiquement. Et je vais mettre ça ici. Donc, dans la première colonne, je vais avoir ceci. Est-ce que vous me suivez? OK? Maintenant, moi, je vais avoir mes boutons qui vont être à droite. Alors, donc, ici, je vais m'en aller ici comme ceci, mon bouton. Je vais aller chercher ce bouton-ci. OK? Et je vais le mettre juste ici. Bon, pour être sûr que vous compreniez bien qu'est-ce qui est en train de se passer ici, là, je crée tout simplement une table dans laquelle je vais mettre mes objets pour que ça soit mieux disposé. Regardez bien ce que ça donne ici. Donc, j'aimerais avoir quelque chose dans lequel je vais avoir tous mes entrées. OK? Mes boutons, j'aimerais ça qu'ils soient tous un en arrière de l'autre ici. Ça va être un peu comme une calculatrice, en fait. OK? Alors, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je continue. En fait, je vais simplement remplir ici mes colonnes, OK, de mes 4 lignes. OK, alors donc, je m'en vais ici. Encore une fois, je laisse tomber le BR et je vais le mettre ici, comme ceci dans ma ligne numéro 2. Je vais aller chercher ici ce qui a trait à ma ligne numéro 3. Génial. Donc, ligne numéro 3 ici, je vais l'avoir exactement ici. OK, donc, dans ma colonne, dans ma ligne numéro 1, 2, 3, colonne 1, je vais avoir les 3 entrées de texte. Et ici, dans la colonne, la première colonne, je vais mettre quelque chose de spécifique, mais je ne le ferai pas tout de suite, d'accord? Regardez bien ce que je m'apprête à faire maintenant. Je m'en vais chercher ici maintenant ma soustraction, que je vais mettre ici dans la colonne numéro 2 de ma ligne numéro 2. Je vais faire ici la même chose avec ceci et que je vais mettre ici dans ma colonne, OK, juste ici, colonne numéro 2. Et pour terminer, ma division, je vais l'avoir dans ma 4e ligne, comme ceci, que je vais aller porter ici dans ma colonne numéro, comme ceci. D'accord? Maintenant, si vous regardez qu'est-ce que ça donne comme résultat, j'ai plus besoin de ça en passant. Donc, les BR, je peux les enlever. Ça donne quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, on n'a rien montré, vraiment. On a juste comme utilisé les boutons, pas les boutons, mais l'utilisation de ma table, donc de la balise de table pour pouvoir faire ce genre de truc-là. Je trouve les boutons un petit peu trop gros ici, donc trop large. Et c'est l'avantage, évidemment, de faire la chose suivante. Je peux très bien, par exemple, ici, dire, non, c'est trop grand. Je vais avoir ça à 100 pixels. Et tant qu'à être, je vais avoir des beaux petits boutons carrés. Je pourrais m'arranger ici pour faire la chose suivante. Height, H-E-I-G-H-T. Height est égal à 100 pixels. Alors, voyez-vous, ça va faire des beaux petits boutons de 100 pixels par 100 pixels. C'est cool, hein? OK, maintenant. Ici, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui rate ici. Bon, il y a 2 façons de régler le problème, OK? C'est-à-dire que on voit pas la bordure qui alentour. Je pense que j'ai été un petit peu vite. Juste prendre le temps de vous montrer un petit peu ce que je veux dire. OK? Je vais mettre ça ici, une bordure à 4 ou même à 5 pour que vous puissiez bien voir. Voyez-vous ici le séparateur pour chacun? Ben là, il est absent. C'est parce que présentement, c'est vide. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez avoir. Peut-être que vous allez trouver que c'est pas nécessairement très joli. Sachez que généralement, dans ce genre de contexte-là, OK, HTML n'aime pas les balises qui n'ont rien dedans, et surtout pas dans l'environnement table. Alors, il y a un petit truc qui existe qui s'appelle un non-breakable space. Alors, un peu à l'instar de, bon, le BR qu'on a vu, vous avez un petit code ici qui s'appelle SB, non, donc éperluette, NB, SP, point virgule, non-breakable space. C'est comme si on faisait un espace, vraiment qu'on mettait l'espace. Vous savez que HTML est plutôt allergique aux espaces. Hein? Quand on met plusieurs espaces, on en met juste un. OK, ben dans ce cas-ci, je peux faire la chose suivante, c'est de imposer les espaces au navigateur. Alors, voyez-vous ici ce que ça va donner. Vous allez avoir cette belle grande ligne-là ici. Une autre façon de s'en sortir, c'est de faire la chose suivante. Regardez bien. J'efface ça ici. Comme ceci. Et je vais mettre ici quelque chose qui s'appelle call span égale à 2. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans cette colonne-là,
elle devra être sur 2 colonnes. Regardez bien ce que ça donne comme résultat. Voyez-vous? C'est pas nécessairement très joli, OK? Mais ça fonctionne dans le sens que, là, présentement, c'est une seule colonne, OK? Qui est pour l'ensemble de la table. Alors, ça peut être pratique, par exemple, quand vous voulez vous avez un grand tableau, par exemple, de 5 colonnes, mais la première en haut, c'est comme le titre de l'application. OK? Alors, dans ces circonstances-là, vous metteriez, par exemple, call span est égal à 5. OK? Alors, donc, pour le prouver d'ailleurs, si vous permettez, je vais le faire juste pour montrer. Alors, je vais reprendre ça ici, si vous permettez, comme ceci. OK. Et je vais le mettre ici au tout départ. OK. Donc, TR, call span est égal à 2. Et ici, je vais simplement marquer ici quelque chose comme ceci, la calculatrice. OK? Donc, on voit évidemment ce que ça va donner ici. Donc, la calculatrice en haut. OK? Donc, maintenant, je vais remettre comme c'était en bas ici. Hein, je préfère comme c'était. Donc, ici, call span. Je vais enlever ça ici. Et je vais simplement ici créer mon TD de tantôt. Avec un éperluette non-breakable space. OK? Ça serait cool que de la calculatrice, ça soit quelque chose d'un peu plus gros, etc. Si on faisait la chose suivante, pour le plaisir. Je m'en vais juste ici. Ouais, on peut essayer avec le bouton ici. Et je vais simplement faire la chose comme ceci. Je vais appeler ça titre. J'ai un gros titre. 3EM. Color. On va mettre ça blue. Text align. Center. Height. Width. J'ai pas besoin de ça. OK. Background color. Bon, définitivement, j'en veux pas, mais juste pour être sûr, je vais le mettre à white ici. D'accord? Donc, j'ai maintenant une nouvelle classe qui s'appelle titre. Font size, color blue, text align, background color. Ici, je pouvais faire ceci. Je m'en vais juste ici à l'intérieur, dans mon TD. Et là, cette fois-ci, ça ne sera pas dans mon input. Je vais mettre la classe ici. Est égal à quelque chose qui va s'appeler ici titre. Est-ce que ça marchait? Et bien voilà, aussi simple que ça. Et tant qu'à être, je pourrais avoir quelque chose qui pourrait être élégant, qui serait dans le style, par exemple, ici titre. Ici, font family, 2 points, pour ma musique, Jokerman. OK? Qui est une drôle de police. OK? Que j'ai mis dans le titre. On va voir ce que ça donne. La calculatrice. OK? Alors donc, avec un petit bouton ici qui me permet de faire à peu près ce que je désire. OK? On pourrait peut-être mettre quelque chose ici qui soit plus pertinent, mais plus ou moins important pour le moment. Est-ce que j'ai pas mal terminé? Oui, c'est pas mal ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. OK? Et donc, on a quand même fait beaucoup de choses aujourd'hui. On fait un petit recap très rapidement. Donc, on a vu comment il était possible ici dans la balise style de mettre des classes. On verra d'autres possibilités qui sont offertes par l'environnement CSS. On a vu aussi, bon, plusieurs nouvelles, non pas propriétés, moi, on peut parler de propriétés de CSS, dont entre autres background color, height, width, etc. Donc, on a vu plusieurs aujourd'hui par rapport à ça. On a vu aussi comment il était possible de créer des fonctions. OK? Donc, on a vu comment il était possible de le faire et à l'intérieur de ça, tout ce qui est relatif à la déclaration et l'affectation de variables. On a vu la différence dans le typage entre, par exemple, du texte versus des nombres. On aura l'occasion de voir d'autres affaires plus tard. On a vu aussi comment il était possible de faire la chose suivante, c'est-à-dire d'aller chercher un événement qui s'appellerait onClick, qui permet de pouvoir activer. On va voir plus tard que on pourra faire des trucs encore plus intéressants pour pouvoir arriver à faire des choses encore plus remarquables. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez fait en sorte de pouvoir prendre le temps. C'est l'avantage, évidemment, d'Internet, c'est de faire une route et puis de revenir sur ce qui a été fait sur YouTube de façon à ce que si ça a été un petit peu rapide, y aller à votre propre rythme. Alors, bonne pratique et puis on se revoit pour la capsule 4. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo,
N'hésitez pas à me faire un beau like et de vous abonner à ma chaîne. Ce serait très apprécié. À la prochaine.